Dans la vidéo précédente, on a étudié en détail un phénomène psychogène de masse qui avait eu lieu en France en 1997. Et je vous avais indiqué qu'il était juste un exemple parmi tant d'autres de phénomènes difficiles à comprendre qui peuvent se manifester sous des formes très différentes, n'importe où et n'importe quand. Et si l'étude d'un cas en particulier était très intéressante en introduction de ce sujet, vous verrez qu'étudier une multitude de cas dans leur ensemble porte une lumière très différente sur ces phénomènes. J'ai étudié plus d'une centaine de cas et d'hypothèses scientifiques pour vous présenter aujourd'hui, aussi simplement que possible, une manière d'y voir un peu plus clair sur ce sujet des hystéries collectives. Pour faire ça, on va d'abord préciser rapidement certains termes et on va définir un cadre pour cette vidéo en distinguant notamment les différentes formes que peuvent prendre ces phénomènes. Et ensuite, on va passer en revue les cas les plus marquants pour chaque catégorie d'événements, un peu comme dans un iceberg, sauf qu'on ne va pas se contenter de juste énumérer ces cas, on va les regrouper pour essayer de comprendre ce qui les caractérise et ce qui les différencie. Et à la fin, on pourra se baser sur tout ça pour tenter de répondre à une question très importante. Sommes-nous tous concernés par ces phénomènes ? Et croyez-moi, si je pose la question, c'est parce que la réponse est bien moins évidente que ce qu'elle peut sembler être. Juste avant de plonger dans le sujet, je vous invite comme à chaque fois à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos et à venir me donner votre avis en commentaire sur les questions qu'on va soulever dans cette vidéo. Sans plus attendre, on est parti pour l'exploration du mystère des hystéries collectives. Pour essayer de comprendre ces phénomènes et être aussi pertinent que possible, j'ai rassemblé et étudié un très grand nombre de sources différentes pour lesquelles je vous ai mis des liens en description de la vidéo. L'une d'elles en particulier m'a paru très intéressante pour clarifier le terme d'hystérie collective, mais aussi pour faire une distinction entre des événements très différents les uns des autres qui pourraient tous être classés sous cette appellation d'hystérie collective. Cette source, c'est une étude intitulée « Phénomène psychogénique collectif, l'hypothèse des neurones miroirs » par les docteurs Olivier Saladini et Jean-Pierre Luoté. Dans cette étude, ils proposent une hypothèse sur la propagation de ces phénomènes d'individu à individu et ils mettent en avant deux conceptions du terme d'hystérie collective qui me paraissent très pertinentes à envisager pour la vidéo d'aujourd'hui. La première conception, c'est celle de l'utilisation de ce terme qui en est fait en psychiatrie, où l'hystérie collective correspond à la propagation de personne à personne de manifestations pseudosomatiques dans des communautés restreintes. Alors pseudosomatique, ça veut dire des symptômes qui imitent des conditions médicales physiques, mais qui sont en réalité d'origine psychologique et qui ne sont pas causés par une maladie physique identifiable. La seconde conception, qui est très intéressante dans le cadre de la vidéo d'aujourd'hui, c'est celle du langage commun, où actuellement le terme d'hystérie collective désigne plutôt un mouvement collectif, non justifié ou gouverné par des motifs irrationnels et passionnels. C'est donc une conception beaucoup plus large, qui prend en compte l'utilisation qui est faite aujourd'hui de ce terme et qui regroupe un ensemble très vaste de phénomènes collectifs. Je vais faire une première parenthèse sur l'hypothèse des neurones miroirs de Saladini et Luoté. Pour faire court, cette théorie consiste à dire que certaines cellules nerveuses dans le cerveau, appelées neurones miroirs, se déclenchent non seulement lorsqu'on effectue une action, mais aussi lorsqu'on observe quelqu'un d'autre effectuer la même action. Ils indiquent que ces neurones miroirs joueraient un rôle clé dans la capacité à comprendre et à partager les sentiments, les émotions ou les expériences d'une autre personne, ainsi que dans l'apprentissage par imitation. En d'autres termes, ils permettent de miroiter ou de refléter les comportements des autres dans notre propre cerveau, facilitant ainsi la compréhension et la connexion sociale. Pour illustrer ça, ils prennent l'exemple de quelqu'un qui a en face de lui quelque chose de dégoûtant à manger et d'une autre personne qui voit ça et qui ressent du dégoût comme si c'était elle qui allait devoir manger. Un autre exemple, c'est celui de quelqu'un qui fait une chute ou qui donne l'impression de se faire mal et une autre personne qui réagit comme si c'était elle qui ressentait la douleur. Alors évidemment, j'ai grandement simplifié leur raisonnement et les démonstrations qu'ils en font pour vous donner le contexte de leur étude, mais je vous encourage vraiment à le lire par vous-même si le sujet vous intéresse, le lien est en description de la vidéo. Ça, c'était donc pour expliquer comment les comportements collectifs se propagent d'une personne à l'autre. Mais parce que cette étude sur les neurones miroirs concerne précisément les phénomènes psychogéniques collectifs, Saladini et Luoté les ont donc distingués d'autres phénomènes collectifs qui sont également regroupés sous le terme d'hystérie collective dans le langage commun. Et on va donc reprendre cette distinction et s'en servir pour regrouper les différents types de cas qu'on passera en revue ensuite. Ils dissocient donc ces phénomènes psychogéniques collectifs de ce qu'ils appellent des phénomènes de foule, organisés ou réunis spontanément, et ils illustrent cela à travers l'exemple de la panique. Et pour compléter cet exemple de la panique, je vais citer Maria Ejnar, une psychologue clinicienne des hôpitaux de Paris, qui a publié un article à ce sujet sur son site internet, où elle qualifie la panique qui peut s'emparer brutalement des individus suite à la médiatisation d'informations de psychose collective. Dans ces cas-là, ce ne sont donc plus des manifestations cliniques qui caractérisent ces phénomènes, mais des réactions collectives déclenchées par une peur.
Pour illustrer son propos, Maria Ejnar donne l'exemple de la crise de la vache folle. À l'époque, les médias ont diffusé une quantité immense d'informations à ce sujet, accompagnées d'images choquantes, qui ont contribué à provoquer une peur irrationnelle au sein de la population. Cette peur s'est manifestée par une chute brutale et objectivement injustifiée de la consommation de viande. Alors c'est un exemple relativement simple et parlant, mais d'ici quelques minutes, on va passer en revue des cas de panique collective bien plus spectaculaires que celui-ci. Avant ça, j'en viens à une troisième catégorie de phénomènes distingués par Saladini et Lyautey qui sont une autre forme d'hystérie collective. Il s'agit de phénomènes collectifs bien connus en psychiatrie qui sont les suicides collectifs, les hallucinations collectives et les délires à plusieurs. Sur ces trois sujets également, on va passer en revue quelques cas marquants pour chacun des trois phénomènes. Mais d'abord, je dois faire une autre parenthèse. Ils ont distingué une quatrième catégorie de phénomènes qui sont des maladies qui touchent des groupes d'individus et que certains qualifient d'hystérie collective, mais qui objectivement n'en sont pas. Ils prennent l'exemple de troubles de stress post-traumatique qui affectent un groupe de personnes suite à un événement qu'elles ont vécu en commun. Certains parlent aussi d'hystérie collective dans un cas de crise faite par des enfants suite à la diffusion d'un épisode de Pokémon qui montrait de fortes lumières clignotantes à l'écran et qui semblait donc s'apparenter à des crises d'épilepsie. Ces phénomènes-là, bien qu'ils touchent un groupe de personnes, sont d'ordre purement médical et parfaitement explicables sur un plan clinique. On va donc les laisser de côté pour le reste de cette vidéo. On va maintenant s'intéresser à des exemples marquants pour chacune de ces trois catégories de phénomènes qui, à elles trois, constituent le cœur du sujet des hystéries collectives. Dans leur étude sur les neurones miroirs, Saladini et Lyautey se basent spécifiquement sur des phénomènes psychogéniques collectifs, autrement dit des manifestations de symptômes cliniques mais d'origine psychologique, au sein de communautés restreintes, délimitées dans le temps, délimitées dans l'espace, et qui reprennent les critères qui les caractérisent, c'est-à-dire un jeune âge des sujets, une prédominance féminine, des manifestations cliniques du cas index, donc des symptômes chez le premier sujet, et un événement inaugural, donc un facteur déclenchant de la contagion. Pour revenir sur le cas du syndrome X-Files, dont j'ai parlé dans la vidéo d'avant, on est exactement dans cette catégorie. Et d'ailleurs, les critères caractéristiques des phénomènes psychogéniques collectifs sont également énoncés dans le rapport sur lequel j'avais construit la vidéo. Des phénomènes de ce type-là ont été observés partout dans le monde, à toutes les époques, et notamment un cas extrêmement similaire à celui du syndrome X-Files qui s'est passé au Portugal. Entre 2003 et 2012, une série télévisée intitulée Fraises au sucre en français a été diffusée à la télévision portugaise. Cette série était destinée principalement à une cible d'adolescents, elle suivait l'histoire de plusieurs jeunes au lycée en abordant les histoires et les soucis quotidiens qu'ils pouvaient rencontrer tout au long de leur année scolaire. Et naturellement, cette série résonnait grandement auprès de sa jeune audience qui pouvait en partie se reconnaître dans ces histoires. En 2006, un épisode de la série a mis en scène la présence d'un virus au sein d'un lycée qui provoquait des effets inquiétants chez des élèves, des éruptions cutanées, des étourdissements ou des difficultés respiratoires par exemple. Et à la suite de la diffusion de cet épisode, plus de 300 élèves au sein de 14 établissements scolaires à travers le Portugal ont commencé à développer les mêmes symptômes que ceux montrés dans la série. Suite à ça, les autorités ont procédé à des examens sur les élèves ainsi qu'à des relevés au sein d'établissements, dont plusieurs ont même été fermés temporairement par crainte d'une aggravation des contagions. Mais après étude, il a été déterminé que si certains élèves ont pu développer une simple réaction allergique, l'immense majorité d'entre eux ont ensuite contracté ces symptômes à travers un phénomène psychogénique collectif et ne souffraient d'aucune condition clinique qui aurait pu déclencher ces symptômes. Par contre, ils avaient presque tous regardé cet épisode de la série et l'hystérie collective a été retenue comme la raison officielle de ces phénomènes. Donc là, il s'agit d'un cas très similaire à celui du syndrome X-Files qui a eu lieu au Portugal. Mais si on revient en France, rien que ces dernières années, d'autres cas ont été reconnus comme des phénomènes psychogéniques collectifs également. Entre fin 2006 et début 2007, 153 élèves d'un même lycée à Saint-Quentin dans l'Aisne ont souffert au même moment d'éruptions cutanées. À nouveau, des examens ont été faits sur les élèves ainsi que des enquêtes poussées sur leur environnement et au sein de l'établissement. Mais aucun facteur clair pouvant déclencher ces symptômes n'a été observé. Tout comme pour le syndrome X-Files, il existe sur Santé publique France un rapport complet qui détaille l'ensemble des événements et de l'enquête. Si ce cas n'est absolument pas lié à une série télévisée, le rapport conclut ainsi. L'hypothèse retenue comme étant la plus probable est l'association d'une part d'une qualité insuffisante de l'air intérieur dans certaines salles de classe et d'autre part d'une amplification du phénomène initial par une réaction collective d'ordre psychogène. Autrement dit, un défaut de ventilation a pu être à l'origine de symptômes chez certains élèves, mais ne pouvait absolument pas déclencher ce qui a été observé ensuite sur l'ensemble du groupe. Ce sont des symptômes observés chez les premiers élèves qui ont été le facteur déclenchant de la réaction collective d'ordre psychogène. Il y a tout juste quelques années, en octobre 2019, dans le Jura, pendant une course scolaire, une collégienne a été prise d'un malaise et s'est évanouie. Et dans les instants qui ont suivi, une autre collégienne a été victime de convulsions. Au bout de seulement quelques minutes ensuite, 17 adolescents au total ont été pris de douleurs, de malaise ou d'évanouissement.
Un plan d'urgence a été déclenché pour mobiliser la sécurité civile. 5 jeunes filles ont été hospitalisées, dont une qui a dû être héliportée vers l'hôpital. Et 2 élèves sur les 5 hospitalisés ont été déclarés en situation d'urgence absolue. Autrement dit, elles devaient être prises en charge très rapidement pour ne pas passer en urgence vitale. Mais en seulement quelques heures ensuite, tous ces symptômes ont entièrement disparu pour l'ensemble des élèves touchés, comme par magie. Et les examens médicaux qui ont été réalisés ont révélé que malgré les douleurs déclarées, les jeunes filles étaient en parfaite santé. Les analyses sur les boissons de ravitaillement et sur les facteurs environnementaux éventuels n'ont révélé aucun agent toxique ni aucune autre anomalie pouvant expliquer ces réactions. Finalement, après quelques mois d'enquête pour blessure involontaire, la conclusion qui a été faite était celle d'un syndrome psychogène collectif et la justice a donc classé l'affaire. Ces 2 derniers cas se sont donc passés en France, mais d'autres cas similaires ont été répertoriés partout dans le monde. L'un des plus documentés sur ces dernières années est probablement celui de Leroy aux États-Unis. Ça s'est passé en 2011 à Leroy, une petite ville de l'État de New York aux États-Unis. Plusieurs élèves, principalement des adolescentes, ont commencé à afficher des symptômes moteurs et neurologiques complètement inhabituels, principalement des contractions musculaires, des tics faciaux et un discours confus. La situation a rapidement été relatée par les médias de l'ensemble du pays, mais aussi sur les réseaux sociaux. Elle a engendré beaucoup d'émotions dans la population et elle a également fait naître beaucoup d'interrogations sur la nature très inhabituelle de ces symptômes. Ces symptômes se sont même propagés à une adulte qui a témoigné à la télévision de ce qu'elle vivait. Au départ, des facteurs environnementaux ont été évoqués, car Leroy se situe près d'un site d'une catastrophe ferroviaire qui était survenue en 1970 et qui avait entraîné un déversement important de produits chimiques. Mais après des examens médicaux et une enquête approfondie, il a été conclu que ces symptômes n'étaient pas causés par des facteurs organiques ou environnementaux, mais qu'ils étaient plutôt les manifestations physiques d'un stress psychologique, autrement dit un phénomène psychogène collectif. Alors il faut quand même noter que la conclusion à elle-même était fortement contestée, par certains des élèves concernés, mais par des parents également, et des célébrités s'en sont même mêlées, notamment Erin Brockovich qui a contesté ce diagnostic et qui a demandé des enquêtes indépendantes pour déterminer les causes réelles à l'origine de ces symptômes. Mais ce cas reste néanmoins reconnu officiellement comme un phénomène psychogénique de masse, le 3e officiellement reconnu comme tel aux États-Unis depuis le début des années 2000. Et ce cas se démarque des autres, notamment en raison de la nature des symptômes observés chez ces élèves. Si on remonte un peu plus loin en arrière, d'autres événements assez surprenants ont eu lieu également aux États-Unis. En 1939, à Bellevue, en Louisiane, pendant un bal de rentrée, une étudiante a commencé à ressentir des douleurs dans sa jambe droite. Elle s'était rendue à l'hôpital le lendemain en raison de ces douleurs. Et peu après, 6 autres filles ont ressenti les mêmes douleurs qu'elle et ont également été admises à l'hôpital. À l'hôpital, la première fille à avoir été admise a notamment indiqué que ces douleurs n'étaient pas dues à des mouvements la veille, parce qu'elle n'avait pas souhaité danser. En fait, elle a précisé qu'elle jugeait qu'elle ne dansait pas bien, et elle avait peur que son petit ami la voie danser et qu'il soit déçu de la façon dont elle danse. Mais ce soir-là, une autre fille était venue danser avec son petit ami, et elle avait éprouvé de la jalousie à l'égard de cette fille. Cette jalousie et le mal-être qui en avait découlé avaient coïncidé avec l'apparition des symptômes. Après des examens médicaux, il a été déterminé que les filles avaient effectivement toutes des contractions inhabituelles dans leur corps. Mais il n'existait aucune condition médicale qui les provoquait. L'hypothèse des médecins concernant la première fille était qu'inconsciemment, ces manifestations étaient une réaction au besoin d'une justification de ne pas danser et au mal-être que ça avait créé vis-à-vis du petit ami et de la fille qui était venue danser avec lui. Concernant les filles admises ensuite, ils ont estimé qu'une inquiétude ou un stress vis-à-vis des symptômes observés chez la première fille était à l'origine de l'apparition de symptômes similaires. À ce stade, je vous renvoie donc à l'hypothèse des neurones miroirs avancée par Saladini et Lyoté que j'ai mentionné un peu plus tôt dans la vidéo. Car ce schéma semble être systématiquement le même. Un patient zéro ou un petit groupe de patients zéro sont pris de symptômes pseudo-somatiques suite à une situation de stress provoquée par un événement, une émission télé ou un autre facteur déclenchant. Et par empathie ou par imitation, si on suit l'hypothèse des neurones miroirs, d'autres personnes sont prises à leur tour par ces symptômes, non plus en raison de l'événement original lui-même, mais par mimétisme vis-à-vis du ou des patients zéro. Alors je vous ai donné des exemples de ces phénomènes psychogéniques collectifs en France, au Portugal et aux États-Unis, mais il en existe énormément partout dans le monde. Il ne serait pas possible de tous les lister de façon exhaustive, donc je vais passer en revue quelques autres exemples marquants. Mais vous allez voir que le schéma qu'on vient d'expliquer semble se reproduire à chaque fois. En 1965, en Angleterre, une foule était rassemblée à Blackburn en raison de la visite de la princesse Margaret. Il y avait beaucoup d'enfants dans cette foule, il faisait très chaud et la visite a pris plusieurs heures de retard. Et pendant ces quelques heures de retard, 140 enfants au total ont eu des malaises et ont perdu connaissance, clairement en raison du soleil et de la chaleur. Mais le lendemain, alors qu'on n'était plus du tout dans ces conditions-là, 98 autres enfants ont présenté les mêmes symptômes de malaise et d'évanouissement. Et ces 98 cas précisément ont été attribués à un phénomène psychogénique collectif suite à tous les rapports qui avaient été faits des évanouissements de la veille et dont tout le monde parlait ce jour-là.
D'autres cas ont été rapportés les jours suivants également, et au final, ce sont plus de 300 enfants qui ont été touchés par ces phénomènes. En 1976, à Mount Pleasant, dans le Mississippi, 15 écolières ont été victimes de tremblements et de perte de connaissance. À la base, les autorités ont avancé l'hypothèse de l'utilisation de drogue par ces élèves, mais les examens ont ensuite révélé qu'elles n'en avaient pas consommé. Et aucun autre facteur environnemental ni aucune condition médicale n'ont été détectés. Après enquête, les facteurs déclenchants de ces symptômes ont été identifiés comme étant une rivalité entre écolières par rapport à un garçon et autour de croyances partagées au sein du groupe liées à la magie noire. En 1983, en Cisjordanie, 943 adolescentes palestiniennes ont été victimes de nausées et d'évanouissements. Différentes théories ont été avancées pour expliquer ces phénomènes, mais ça semblait toucher uniquement une partie bien précise de la population. Après examen et enquête, il a été déterminé que les premiers cas étaient probablement dus à l'inhalation d'une substance, mais que tous les autres cas qui ont suivi étaient d'ordre psychosomatique en raison de l'inquiétude qu'avaient généré les premiers cas. Le phénomène a finalement été conclu comme un phénomène d'hystérie collective par les autorités de la santé palestinienne. En 1993, en Égypte, 2 étudiantes de 13 et 15 ans ont été victimes de syncope. Et très rapidement, d'autres personnes autour d'elles, en grande majorité des jeunes filles, ont présenté le même type de symptômes. Un évanouissement durant quelques minutes, parfois précédé de l'impression d'une odeur désagréable ou d'un mal de tête violent. Le phénomène s'est propagé et sur seulement 2 semaines, entre 1500 et 5000 personnes au total ont été victimes de ces symptômes. La fourchette est très large parce qu'il n'y a jamais eu de décompte officiel. Toutes ces victimes ont été transportées à l'hôpital, mais les examens n'ont révélé aucune condition médicale. Et la durée d'hospitalisation de ces personnes était en moyenne d'une demi-journée. Après enquête, c'est bien la piste d'une hystérie collective qui a été retenue comme l'explication officielle de ces phénomènes. Fin 2006, au Mexique, dans une école pour filles de 3600 élèves, plusieurs jeunes filles ont présenté des symptômes de nausées, de fièvre et surtout des difficultés à marcher. Au retour des vacances de Noël, les symptômes se sont rapidement propagés et ce sont au total 600 jeunes filles, sur les 3600 que compte l'établissement, qui en ont été victimes. Mais celles qui étaient retirées de l'école par leurs parents revenaient très rapidement ensuite complètement guéries. Comme dans les cas précédents, après une batterie de tests, les médecins ont déterminé que ces phénomènes étaient d'origine psychologique, et il s'agissait d'un cas d'hystérie collective. Ce cas-là a notamment été repris très en détail par le New York Times. 2009, en Afghanistan, plusieurs écoles de filles ont rapporté des symptômes tels que des étourdissements, des évanouissements et des vomissements de plusieurs élèves. Les Nations Unies, l'OMS et l'OTAN ont mené des enquêtes sur ces incidents pendant plusieurs années, mais n'ont jamais trouvé aucune preuve de la présence de toxines ou d'empoisonnement, malgré des analyses sur des centaines d'échantillons de sang, d'urine et d'eau. Là aussi, la conclusion des enquêteurs était que les filles souffraient d'une maladie psychogène de masse. En 2016, à nouveau à Madagascar, 9 filles et un garçon d'une même classe dans un collège ont présenté les symptômes d'un état de transe, caractérisé par une forte agitation et leurs yeux qui se révulsaient. Ça a duré 3 jours au total et ces collégiens ne souffraient d'aucun état médical particulier. Les parents des 10 collégiens ont appelé à l'aide un exorciste qui est intervenu dans l'école et les symptômes se sont ensuite dissipés. Cet état, qui est lié à des croyances autour de la sorcellerie, est appelé Ambala Velona à Madagascar, mais il est en réalité une occurrence d'hystérie collective. Le ministre de la Santé publique s'était ensuite exprimé pour indiquer que la maladie était parfaitement guérissable et il a déclaré que l'Ambala Velona est un symptôme qui résulte d'une grande détresse psychologique ou d'une profonde angoisse et qui affecte à la fois le corps et l'esprit. Un cas identique a eu lieu en même temps à Saint-Louis et à La Réunion. 24 victimes originaires de La Réunion et de Mayotte ont présenté des symptômes similaires à ceux apparus à Madagascar, à la différence que l'exorciste n'avait pas été autorisé à intervenir dans l'établissement. Pour autant, les crises ont rapidement disparu d'elles-mêmes et là aussi, c'est un diagnostic d'hystérie collective qui a été mis en avant. Alors je pourrais continuer encore un moment, cette liste n'est évidemment pas exhaustive et il me semble impossible de l'être. Mais les exemples que je vous ai donnés ici présentent tous des symptômes plus ou moins similaires et ils illustrent l'ampleur de ces phénomènes. Pour autant, il y a eu d'autres phénomènes psychogéniques collectifs qui présentaient pour leur part des symptômes bien plus étonnants. L'un des cas les plus connus quand on parle d'hystérie collective et dont vous avez peut-être déjà entendu parler a eu lieu il y a très longtemps, en 1518 à Strasbourg. Une femme s'était mise à danser dans les ruelles de la ville sans pouvoir s'arrêter. Malgré la fatigue et les douleurs dans les jambes, elle a continué à danser pendant plusieurs jours en ne s'arrêtant que quand elle tombait exténuée de fatigue. Et elle se remettait à danser ensuite dès qu'elle se réveillait. Au fil des jours, à force de la voir, d'autres personnes l'ont rejoint en se mettant elles aussi à danser sans pouvoir s'arrêter. Et 10 jours plus tard, au 25 juillet, ils étaient alors une cinquantaine de personnes à danser dans les ruelles de la ville. À l'époque, la médecine n'était pas au point et le diagnostic qui avait été posé était celui d'un sang trop chaud. Du coup, la ville avait installé des estrades pour les danseurs, pensant que ça passerait tout seul.
Mais ça n'a fait qu'attirer plus de monde, et au total, plus de 400 personnes ont rejoint ces danses. Du coup, ces danseurs ont été envoyés à Saverne pour assister à un pèlerinage en l'honneur de Saint Guy, connu comme un protecteur des malades de la Corée, une maladie caractérisée par des troubles moteurs, cognitifs et psychiatriques. Or, si on peut spéculer sur le fait que la femme qui a initié ce phénomène pouvait être atteinte d'une maladie de ce type, le reste des danseurs avaient tout simplement suivi le mouvement par mimétisme. Et au final, ce pèlerinage à Saverne a permis de mettre fin définitivement à ce phénomène. Ce cas a été énormément documenté, mais il n'était pas le premier du genre, puisqu'une vingtaine de ces cas d'épidémies dansantes auraient été rapportés au cours des siècles précédents. Le dernier phénomène de ce type a eu lieu à Madagascar en 1863 et plus jamais ensuite. Pour moi, cette vingtaine de cas montre aussi qu'au-delà des mécanismes qu'on a vus un peu plus tôt, la période dans laquelle ces phénomènes prennent place impacte grandement la forme sous laquelle ils se traduisent. En 1962, en Tanzanie, 3 écolières d'un pensionnat pour filles ont été prises de fous rires incontrôlables qui se sont rapidement propagés au sein de l'établissement. Ces crises de rire ont duré entre quelques heures pour certaines et jusqu'à plusieurs jours pour d'autres. Ils étaient souvent accompagnés de convulsions et se propageaient continuellement à de nouvelles élèves. En moins de 2 mois, 95 jeunes filles sur les 159 qui étaient scolarisées avaient été touchées et l'école a été fermée. Ça s'est alors calmé, mais dès que l'école a rouvert, le phénomène a repris et au fil des jours, il s'est même propagé à d'autres enfants dans d'autres écoles. De nombreux examens médicaux ont été menés sur les personnes atteintes, mais aucune condition médicale n'a été détectée, et les facteurs environnementaux ou l'hypothèse d'une intoxication alimentaire ont été écartés. Et c'est bien la conclusion d'une hystérie collective qui a été apportée à ces événements. Mais ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que tout comme dans l'épisode de l'épidémie dansante à Strasbourg à son époque, ce phénomène n'était absolument pas isolé sur sa période et dans sa région du monde. 2 auteurs, Hilary Evans et Robert Bartholomew, ont recensé des centaines de phénomènes de foule dans leur livre « Épidémie, l'encyclopédie des comportements sociaux extraordinaires ». Ils ont notamment indiqué que plusieurs épidémies de rire ont été observées dans les années 60 et 70 dans des pays comme l'Ouganda, la Zambie ou le Botswana, en plus de celles en Tanzanie. Pour moi, ça confirme encore une fois clairement, comme pour les épidémies dansantes à leur époque, que le contexte socio- et historico-culturel impacte grandement la forme que peuvent prendre ces séquences d'hystérie collective. En 2019, dans un collège au Maroc, 9 jeunes filles ont été victimes d'évanouissements et de comportements erratiques. Elles se sont mises soudainement à pleurer et à crier. Les images de ces crises ont fait le tour d'Internet et beaucoup de commentateurs suspectaient qu'une drogue était à l'origine de ces comportements. Mais le délégué régional du ministère de la Santé a indiqué que ces élèves ont été isolés, puis examinés par un médecin et qu'aucune drogue n'avait été consommée. Elles ont même pu reprendre les cours très rapidement ensuite. La direction de l'établissement avait pour sa part indiqué que les filles en question étaient des élèves brillantes et assidues et qu'elles avaient obtenu des résultats encourageants au cours du premier semestre. Cet incident a été attribué à une hystérie collective, initiée par l'une des élèves qui s'est mise à pleurer et à crier pour des causes qui n'ont pas été clairement identifiées, et suivie ensuite de ses camarades qui ont été entraînés dans ces crises en voyant cette première élève. Alors je vais m'arrêter là sur les phénomènes psychogènes de masse, parce que ça en fait déjà beaucoup, et qu'il en existe beaucoup trop pour chercher à tous les citer. J'en retiens quand même, comme je vous le disais au début, que si en isolant l'un de ces cas on peut trouver étrange qu'ils se produisent, c'est en considérant l'ensemble de ces cas qu'on se rend compte que ces phénomènes sont un sujet très sérieux, quelle que soit l'époque, quelle que soit la région du monde, ou quelle que soit la forme qu'ils puissent prendre. Car malgré tout ce qu'on sait aujourd'hui, on n'est pas encore capable de complètement les expliquer. Mais ces phénomènes psychogéniques collectifs ne sont que la première forme d'hystérie collective identifiée par Saladini et l'UOT, et on va maintenant s'intéresser à d'autres types de phénomènes. Les suicides collectifs sont des événements tragiques considérés comme des hystéries collectives au sens large, telles qu'elles sont admises dans le langage commun. La raison la plus fréquente qui mène à ces drames est l'appartenance à une secte, guidée par un personnage capable de manipuler les foules, qui fait généralement passer ses comportements désespérés comme une promesse de quelque chose de meilleur. Parmi les exemples les plus célèbres, en 1978 à Johnston, au Guyana, 914 personnes, hommes, femmes et enfants, membres de la secte du Temple du Peuple, ont mis fin à leur jour en ingérant une boisson empoisonnée. La secte était dirigée par Jim Jones, qui se prenait pour Jésus-Christ et qui exerçait une emprise psychologique très forte sur ces personnes. C'est probablement l'exemple le plus tristement célèbre, qui a donné lieu à des scènes insoutenables de plusieurs centaines de corps découverts suite à ce drame. En 1997, 39 personnes, hommes et femmes, tous membres de la secte de la Porte du Paradis en Californie, ont été découverts morts, alignés à terre, tous habillés pareil. Ils avaient mis fin à leur jour dans le but de rejoindre une destination cosmique, sous l'influence de Marshall Applewhite, le gourou de la secte. Alors ces cas sont très connus, et il en existe malheureusement beaucoup d'autres. Mais je vous donnerai quand même un autre exemple de suicide collectif qui n'est pas lié à une secte. En 1945, à Demmin en Allemagne, le Troisième Reich s'effondrait et les responsables du parti nazi ont décidé d'abandonner la ville. Ils ont donc fui, mais en prenant le temps de faire sauter les ponts qui entourent la ville, ce qui a empêché la population de fuir également. L'armée rouge s'est ensuite emparée de la ville et a commis de nombreuses exactions dès son arrivée, notamment des viols.
Dans ce contexte, plusieurs centaines d'habitants, traumatisés et paniqués, ont mis fin à leur jour par pendaison, par empoisonnement, par noyade ou par arme à feu. Au total, le nombre de victimes de cette vague de suicide collectif est estimé entre 1000 et 2000 personnes en seulement 3 jours. Alors je vous ai donc cité ces exemples parce qu'ils font partie des comportements de groupe admis comme des hystéries collectives, mais ils sont particuliers dans le sens où ils sont relativement explicables. Un autre phénomène de groupe mis en avant par Saladini et l'UET touche aux hallucinations collectives. Là aussi, il existe des cas vraiment fascinants et je vous propose donc d'en passer quelques-uns en revue. En octobre 1917, à Fatima, au Portugal, une foule s'est réunie suite à une prophétie de 3 jeunes bergers qui avaient annoncé que la Vierge Marie apparaîtrait et qu'elle réaliserait des miracles. Ce jour-là, selon les témoignages, le soleil aurait zigzagué dans le ciel, il se serait rapproché de la terre et il aurait émis des lumières multicolores pendant plusieurs minutes. Une enquête canonique a été ouverte par l'Église catholique et elle a conclu à un miracle digne de foi en 1930. Il a ensuite été nommé miracle du soleil. Mais des enquêtes critiques ont été menées ensuite et elles ont déterminé que les témoignages étaient contradictoires. Une explication scientifique a notamment précisé que le phénomène pouvait être dû à une illusion provoquée simplement par le fait de regarder le soleil trop longtemps. La question dans ce type de cas n'est évidemment pas de remettre en cause le fait de croire ou de ne pas croire à ces témoignages et à cet événement dans son ensemble, mais simplement de s'intéresser au phénomène visuel qui, tel qu'il a été raconté, représente bien une hallucination collective. En 1964, à Liverpool, un enfant a affirmé avoir vu des petits hommes en chapeau blanc se battre sur un terrain de jeu. La rumeur s'est répandue rapidement et en quelques jours, des milliers d'enfants et quelques adultes se sont lancés à la chasse aux lutins dans un parc de la ville, au point où la police a dû intervenir pour maintenir l'ordre et disperser les foules. Alors un homme aurait prétendu être à l'origine de ce phénomène après avoir été confondu avec un lutin par des enfants à cause de sa petite taille. Il a alors décidé de jouer le jeu en lançant des mottes de terre sur les enfants qui étaient persuadés qu'il s'agissait vraiment d'un lutin. Il faut juste remettre ça dans son contexte. Par lutin, on parle de leprechaun, qui sont des créatures mythologiques du folklore irlandais, très connues en Angleterre donc, et ils sont représentés comme des lutins. Et par la suite, dans la ville voisine de Kirby, des enfants ont également affirmé avoir vu des lutins. Au final, cette histoire est également celle d'une hystérie collective. Il s'agit de croyances et de folklore qui ont influencé ce que ces enfants étaient sûrs d'avoir vu. Certains ont probablement raconté la même chose sans rien voir, mais des personnes de petite taille ou aperçues de loin étaient interprétées comme des lutins par des enfants de bonne foi, et cet événement est donc connu comme une occurrence d'hallucination collective. Et comme pour l'exemple du miracle du soleil, sa cause réelle est parfaitement rationnelle et explicable. En 1995 à New Delhi, un fidèle a offert du lait à une statue de Ganesh dans un temple en approchant le liquide près de sa bouche, et le lait a été absorbé comme si la statue l'avait bu. La nouvelle s'est très vite répandue partout en Inde, et tout le monde essayait d'offrir du lait à des statues de Ganesh. Et un peu partout à travers le pays, certaines statues buvaient le lait qui leur était offert. Cet événement a provoqué une hausse massive de la demande du lait. À New Delhi, les ventes de lait ont bondi de plus de 30% et ont entraîné une augmentation rapide du prix et des ruptures de stock. Et à certains endroits, des files d'attente interminables pour pouvoir en acheter. Mais des scientifiques ont ensuite étudié le phénomène et il a été expliqué par le phénomène d'action capillaire. En fait, c'est un processus physique naturel où le lait, sous l'effet de la tension de surface, se répandait sur et à l'intérieur de la statue. Et donc, même si ça a été expliqué à la fin, cet événement a fait grandement parler du fait que pendant des semaines, des centaines de gens observaient des statues en train de boire du lait. Et il a donc été qualifié d'hallucination collective pour cette raison-là. Là aussi, d'autres cas d'hallucination collective ont été relatés, mais le principe est toujours le même. On parle d'hystérie collective de façon sans doute trop imprécise dans le langage commun, parce qu'il s'agit de phénomènes initialement irrationnels observés simultanément par des groupes de personnes de bonne foi. Mais tous ces phénomènes ont systématiquement une explication rationnelle. Sur l'ensemble des phénomènes d'hallucination collective que j'ai étudiés pour préparer cette vidéo, ils semblent tous explicables scientifiquement au final. Les délires à plusieurs désignent des troubles psychotiques partagés par 2 personnes ou plus, qui développent simultanément des délires ou des comportements irrationnels similaires. Ces phénomènes sont généralement déclenchés par un individu dominant qui souffre de psychose et qui transmet ses délires à d'autres individus, souvent en raison d'une relation étroite et isolée. Et là aussi, de nombreux cas ont été répertoriés, on va en passer certains en revue. L'un des cas de délire à plusieurs qui a été le plus documenté est celui des religieuses qui miaulaient dans un couvent. Cet événement remonte autour des années 1400 dans un couvent français. Une religieuse se serait mise à miauler comme un chat avant d'être rapidement imitée par d'autres religieuses. Et très rapidement, l'ensemble des religieuses du couvent se seraient mises à miauler pendant plusieurs heures chaque jour. La situation serait devenue tellement insupportable que la population locale aurait enrôlé une armée pour les faire arrêter. C'est un événement très largement repris dans la littérature autour des hystéries collectives, mais d'autres cas existent dans des couvents. Dans un couvent en Allemagne, au XVe siècle notamment, une religieuse se serait mise à mordre une autre religieuse qui aurait alors reproduit le même comportement elle-même.
Et très rapidement, le phénomène se serait propagé à l'ensemble du couvent, où l'ensemble des religieuses se mordaient les unes les autres. Les rumeurs de cette histoire se seraient propagées à d'autres couvents, où le même phénomène aurait été observé, et des exorcismes auraient été organisés pour y mettre fin. Encore une fois, cette histoire a été rapportée par des sources nombreuses et diverses, mais il est impossible de les vérifier, et je garde donc tout ça au conditionnel. Mais il existe un troisième cas célèbre mettant en scène des religieuses et qui mérite d'être mentionné. Ce cas remonte à 1632, il se passe en France et il est connu sous le nom des possédés de Loudun. Une religieuse a été prise de convulsions et d'hallucinations. Et très rapidement à nouveau, dans son couvent, d'autres religieuses ont été prises des mêmes symptômes. Au bout de 2 semaines, elles étaient une quinzaine à présenter ces convulsions et elles se sont déclarées possédées par des entités. Des exorcismes ont été effectués, mais ils sont restés inefficaces. Le phénomène a continué à se propager à d'autres religieuses. Et par la suite, des séances d'exorcisme quasi quotidiennes ont été organisées dans des églises et ça a duré sur une période de plus de 7 ans. Ces séances ont donc attiré des milliers de curieux et elles font partie aujourd'hui des cas de possession les plus documentés au monde. Selon des témoins, certaines religieuses se balançaient en arrière jusqu'à poser les mains par terre et marchaient dans cette position. D'autres s'exhibaient ou réalisaient des gestes indécents en proférant des insultes et des blasphèmes. Et ce qui était en réalité un cas de délire à plusieurs s'est même propagé à 3 prêtres exorcistes sur la période sur laquelle ces événements ont eu lieu. Alors il faut noter que j'ai gardé quelques détails à l'écart dans cette histoire, qui est initialement relatée avec une dimension constante de fantasme érotique, et l'exactitude de certains détails des histoires de cette époque pose forcément des questions aujourd'hui. Mais ce qu'on peut dire néanmoins avec certitude, c'est que cette histoire est avant tout celle d'un cas de folie à plusieurs. À nouveau, il ne s'agit pas de remettre en cause une quelconque croyance sur des possessions démoniaques. Mais quand il s'agit de phénomènes collectifs qui se propagent d'un individu à un autre, il me semble qu'on s'approche clairement des caractéristiques des hystéries collectives liées à ces croyances. Des cas de possession de groupe ont également été rapportés en France à Morzine, notamment entre 1857 et 1873, et beaucoup plus récemment en Malaisie, au Pérou, à Madagascar, à La Réunion et dans de très nombreuses autres régions du monde. Les conclusions étaient à chaque fois celles d'un épisode de folie à plusieurs ou juste d'une hystérie collective. Mais bien au-delà de ces exemples anciens, les cas de folie à plusieurs se manifestent sous des formes très variées et il en existe des exemples bien plus récents. En 2008, au Royaume-Uni, 2 sœurs jumelles suédoises ont été filmées en train de courir sur l'autoroute et de se jeter sous les roues des automobilistes. Elles partageaient un délire paranoïaque et pensaient être poursuivies. Leur comportement irrationnel a continué après cet incident, malgré des blessures qu'elles avaient déjà subies. Et juste quelques jours après cet incident, l'une des 2 sœurs a poignardé à mort un homme sans aucune raison. Ce cas-là est connu comme un cas de folie à 2, qui est une déclinaison des délires à plusieurs. En août 2016, en Australie, les 5 membres de la famille Tromp, composés de Mark et Jacoba, les parents, et de leurs 3 enfants, ont soudainement quitté la ferme familiale pour un départ en road trip à travers l'Australie. Mais ce qui est très étonnant dans cette histoire, c'est qu'ils sont partis très soudainement, laissant derrière eux leur téléphone, leur carte de crédit et leur passeport. Il est rapporté qu'avant de partir, ils semblaient de plus en plus paranoïaques, convaincus qu'ils étaient en danger. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'au fil de leur voyage, la famille s'est séparée dans des circonstances inexplicables. Le fils, Mitchell, a été le premier à quitter le groupe et il est rentré chez lui, en train. La fille, Ella, a ensuite quitté la voiture et elle a été retrouvée errante toute seule à plusieurs centaines de kilomètres plus loin. Rihanna, la deuxième fille, a été découverte dans un état catatonique à l'arrière de la camionnette d'un étranger. Mark Tromp, le père, a été retrouvé 5 jours plus tard, complètement désorienté au bord d'une route, et Jacoba, la mère, a été retrouvée dans un état confus près d'un hôtel. Leur comportement irrationnel a été interprété comme un cas de folie à plusieurs, et il reste aujourd'hui l'un des cas les plus étonnants de ces phénomènes. Ces cas de délire à plusieurs sont très étranges, et il reste beaucoup de progrès à faire pour pouvoir complètement les expliquer. Mais ce qui les caractérise par rapport à d'autres types de phénomènes, c'est que les sujets qui les subissent présentent des conditions qui affectent leur santé mentale, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans d'autres types d'hystérie collective. Et on en vient donc à la dernière catégorie de ces phénomènes, qui sont les paniques collectives, dont on va parler maintenant. Ce qui caractérise les paniques collectives, c'est qu'il s'agit de réactions de groupe ou de mouvements de foule qui trouvent leur source dans une peur partagée par les individus qui les composent. Il existe des dizaines et des dizaines d'exemples de ces phénomènes qui remontent très loin en arrière. On va donc se concentrer sur des cas récents qui ont eu lieu au cours du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Les chasses aux sorcières sont des phénomènes bien réels qui prennent leurs racines dans des peurs et des croyances. Ils se traduisent par la persécution et la condamnation à mort de personnes accusées de pratiquer la sorcellerie. L'exemple le plus célèbre vient d'Amérique du Nord, où les procès des sorcières de Salem ont été très largement documentés. Ils ont pris place en 1692 à proximité de Salem, dans le Massachusetts. Une centaine de personnes avaient été arrêtées sur la base d'accusations de sorcellerie, et leur procès avait mené à l'époque à l'exécution de 6 hommes et de 14 femmes.
Ce phénomène a également existé en Europe, principalement au Moyen-Âge et à la Renaissance. À cette époque, on attribuait parfois à la sorcellerie des événements qu'on n'arrivait pas à expliquer autrement. Des maladies ou des incendies par exemple, et souvent des personnes un peu en marge de la communauté du village pouvaient alors être accusées et condamnées arbitrairement. Alors je venais de vous dire qu'on allait se concentrer sur des cas récents et vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de ça. C'est simplement parce que de nos jours encore, dans certaines zones d'Afrique subsaharienne notamment, certains enfants sont persécutés parce qu'ils sont pris pour des enfants sorciers. Si je cours et je tombe, son enfant me frappe. Madina a grandi dans une des régions les plus pauvres du Togo, là où les malheurs du quotidien s'expliquent de manière surnaturelle. Mort, maladie, malformation, paupérisation sont le point de départ de bien des souffrances dont sont victimes les enfants. Les ennuis de Madina ont commencé à la mort de son père. Sa famille l'a accusé avec sa mère d'être responsable de son décès par sorcellerie. Si l'enfant dit sorcier n'est pas tué ou jeté à la rue, il est envoyé chez un guérisseur pour être exorcisé. Plus de la moitié des affaires jugées dans les tribunaux de la région centrale et du nord du Togo sont des cas de sorcellerie. Le plus souvent, c'est parce qu'ils sont nés prématurés, ou avec une malformation ou un handicap quelconque, ou pour toute autre raison encore. Ils sont alors victimes de violences et de maltraitances infligées par leurs propres parents, et parfois même victimes d'infanticide. Et aujourd'hui encore, l'Arabie Saoudite reste le dernier pays dans lequel la sorcellerie est punie de peine de mort. En 2009, Amnesty International a appelé à faire libérer un ressortissant libanais condamné à mort pour sorcellerie, ainsi qu'un autre homme condamné à mort pour apostasie, suite à des accusations qui étaient liées à la sorcellerie. Ces comportements se fondent avant tout sur des croyances et sur une peur de la magie noire, et ils conduisent ainsi à des comportements de groupe complètement irrationnels. En 1938, en Angleterre, dans la ville d'Halifax, 2 jeunes femmes ont indiqué avoir été attaquées par un homme qui les avait poursuivies avec un maillet. L'histoire a été relatée par la presse, et dans les jours qui ont suivi, d'autres rapports ont été faits de tentatives d'agression avec des armes blanches par un homme mystérieux. L'affaire a pris de l'ampleur et cet individu mystérieux a été surnommé le slasher d'Halifax. Très rapidement, des groupes de personnes ont commencé à se former pour tenter de capturer cet agresseur présumé, mais évidemment ça a mené à des accusations à tort et à des passages à tabac de gens soupçonnés complètement arbitrairement, qui n'avaient absolument rien fait. Et alors que cette affaire continue à prendre de l'ampleur, l'une des victimes présumées a admis qu'elle avait menti pour attirer l'attention. Dans la foulée, plusieurs autres personnes ont ensuite fait les mêmes aveux, et après enquête, Scotland Yard a conclu qu'aucune agression rapportée n'était réelle et aucun cas n'avait pu être confirmé. Personne n'a donc été arrêté pour ces agressions, et plus aucune agression n'a été rapportée ensuite. C'est un exemple de panique collective assez parlant, parti d'une rumeur, et dont la peur qu'inspirait l'affaire a fait se propager des comportements complètement irrationnels. En 1944, à Mattoon, dans l'Illinois, pendant la Seconde Guerre mondiale, des habitants ont rapporté se réveiller la nuit et sentir une odeur étrange, qui menait ensuite à des nausées et parfois une paralysie pendant quelques heures. Certains ont ensuite indiqué avoir aperçu un homme dans leur jardin, et une rumeur s'est répandue suite à ça, sur la présence en ville d'un homme mystérieux qui répandait pendant la nuit du gaz toxique dans les habitations. La presse a rapporté que 33 personnes ont senti ce gaz mystérieux sur une période d'une douzaine de jours, mais aucune preuve n'a été trouvée de la présence d'un gaz ou d'un homme qui rôdait la nuit. Ce phénomène s'est produit dans un contexte très anxiogène de peur de la guerre, où le stress et la menace ambiante ont entraîné ce qui a été qualifié ensuite de panique collective. En 1954, à Bellingham, près de Seattle aux États-Unis, des automobilistes ont remarqué des petits trous, des fissures dans les pare-brises de leur voiture. L'histoire a commencé à se répandre et la presse locale a relaté cette affaire. Et à partir de là, de plus en plus de cas similaires ont été rapportés de façon quasi exponentielle. Et en peu de temps, la police a commencé à recevoir des milliers d'appels à ce sujet. Les premières hypothèses qui ont été avancées faisaient état d'une responsabilité d'un bâtiment de la ville dédié aux transmissions radiophoniques, à la responsabilité de rayons cosmiques, ainsi qu'à la responsabilité de puces de sable qui auraient pondu dans les pare-brises. Le maire de la ville a alors contacté le gouverneur de l'État de Washington, ainsi que le président Eisenhower, pour qu'il puisse intervenir afin d'aider à résoudre la situation. Sauf que ce qu'il se passait en réalité, c'est que ces petits trous ou ces micro-fissures avaient toujours existé. C'était juste très fréquent. En fait, la qualité du verre n'était pas celle d'aujourd'hui, et tous les pare-brises avaient ce genre de rayures ou de micro-fissures sans que les gens ne les remarquent ou ne s'en inquiètent. Mais du moment où la presse a commencé à en parler comme d'un phénomène inquiétant, les gens allaient vérifier leurs pare-brises, ils constataient ce phénomène, et ils commençaient à s'en inquiéter, ce qui a continué tout simplement à propager la panique. En 1962, en Caroline du Sud, des travailleurs d'une usine de textile ont découvert des insectes dans des colis qui provenaient de l'étranger. Dans la foulée, plusieurs d'entre eux se sont plaints d'irritation, de nausées, de vertiges et de vomissements. La rumeur de morsure d'insectes s'est répandue très vite, et sur les jours qui ont suivi, 62 personnes au total ont déclaré avoir été mordues par des punaises, et certaines d'entre elles ont même dû être hospitalisées.
Sur les examens qui ont suivi, une poignée d'entre eux seulement présentaient des traces de piqûres ou de morsures d'insectes, ce qui n'avait absolument rien d'anormal en soi, et aucun ne présentait de condition médicale qui pouvait expliquer les symptômes qui avaient été rapportés. La conclusion officielle de l'enquête a été celle d'une panique collective, suite au cas index d'un employé qui présentait une marque de morsure d'insectes et attribué à la peur qu'a pu générer la découverte d'insectes dans un colis reçu à l'usine. Le cas suivant est assez invraisemblable. En 1983, en Californie, une mère de famille a porté des accusations d'abus et de violences sexuelles sur son fils par du personnel de l'école maternelle. Ces accusations étaient basées sur l'interprétation qu'elle avait faite de douleurs ressenties par son fils, mais lui n'a pas indiqué avoir été abusé. Là où ça devient bizarre, c'est que cette mère de famille a également indiqué que des membres du personnel avaient eu des relations sexuelles avec des animaux, qu'une femme avait percé un enfant sous le bras et qu'un autre membre du personnel avait été aperçu en train de voler dans les airs. À ce stade, il n'y avait aucune preuve permettant d'inculper le personnel accusé, mais la police a ensuite envoyé une lettre à environ 200 parents d'élèves de l'école, déclarant que leurs enfants avaient peut-être été maltraités et demandant aux parents d'interroger les enfants. Évidemment, cette approche implique une forme de suggestion. Des retours ont commencé à revenir dans tous les sens, indiquant qu'effectivement, des enfants déclaraient avoir été victimes de faits inquiétants. Une enquête de très grande ampleur a ensuite été menée et des centaines d'enfants ont été interrogés. Le souci est que les techniques d'interrogatoire utilisées ont été très critiquées pour être très directives et notamment pour inciter les enfants à spéculer sur des choses qui auraient pu se passer. Et au printemps 1984, le cabinet chargé de l'enquête a reporté que 360 enfants avaient été maltraités. Sauf que là aussi, il y avait des soucis avec les accusations qui étaient faites. Une parenthèse importante, cette période correspondait avec un climat très anxiogène autour de 2 paniques ambiantes présentes dans la société à ce moment-là. Les rapports d'abus dans les crèches ou dans les établissements scolaires étaient très fréquents à cette époque aux États-Unis, et la panique satanique, une autre panique collective autour de tout ce qui touche à l'occulte, était très largement répandue également. Dans ce contexte, des enfants ont déclaré qu'en plus d'avoir été abusés sexuellement, certains ont vu des sorcières voler dans l'école, d'autres ont dit qu'ils ont été transportés en montgolfière au-dessus de la ville, et certains ont indiqué qu'ils ont été emmenés dans des tunnels souterrains sous l'école. Et je précise si nécessaire qu'il n'existait aucun tunnel sous l'école évidemment. Et pendant le procès qui avait suivi, la mère de famille qui avait déposé la première plainte a indiqué que le membre du personnel qu'elle avait accusé d'abuser son fils avait le pouvoir de voler dans les airs. Il a aussi été établi pendant ce procès, et elle avoue elle-même, que cette mère de famille souffrait de troubles mentaux. Les enquêtes ont duré des années. Le procès qui a suivi s'est étalé sur 3 ans. Et au final, les centaines de charges initialement retenues ont été écartées et le personnel a été complètement innocenté. Mais dans cette affaire, le membre du personnel accusé initialement aura passé 5 années en détention provisoire avant d'être acquitté. Sincèrement, j'aurais pu faire une vidéo complète rien que sur ce cas tellement il y aurait de choses à dire. Mais ce qu'il est important de retenir, c'est que dans un contexte de peur d'abus dans les crèches et d'une panique satanique qui sévissait au même moment, les peurs des parents ont entraîné des réactions en chaîne qui ont abouti à cette panique collective sur des cas qui n'ont jamais eu lieu. En 1999, en Belgique, plusieurs dizaines d'enfants d'une école primaire se sont plaints de maux de tête et de nausées après avoir bu du Coca-Cola qui, selon eux, avait une odeur un peu bizarre. La presse s'est alors emparée de cette affaire et dans les jours qui ont suivi, des centaines d'enfants à travers la Belgique et la France notamment ont déclaré ressentir des symptômes similaires après avoir bu du Coca-Cola. Une enquête approfondie a été menée que vous pouvez retrouver de façon très détaillée dans le journal américain d'épidémiologie. Les compositions chimiques des boissons ont été analysées, tout comme les bouteilles elles-mêmes, y compris précisément celles mises en cause dans le cas index. Mais rien d'anormal n'a été constaté. Des examens ont été menés sur les enfants concernés et aucune condition médicale n'a été trouvée. De son côté, Coca-Cola a publié un communiqué indiquant que les enfants avaient menti et qu'il s'agissait d'une hystérie collective. Ce message est très mal passé auprès des parents et certains ont accusé la société d'empoisonner volontairement des enfants. Et suite à ça, Coca-Cola a dû rappeler plus de 30 millions de bouteilles à travers l'Europe. Mais au final, aucune explication scientifique ou médicale n'est venue expliquer les symptômes ressentis et il a été conclu qu'il s'agissait bel et bien d'une hystérie collective liée à une peur d'empoisonnement des enfants qui buvaient du Coca-Cola. En 2001, c'était il n'y a pas si longtemps, en Inde, des habitants de New Delhi ont rapporté avoir été attaqués par une créature moitié homme et moitié singe, que beaucoup ont décrit d'une taille entre 1,20 m et 1,50 m, avec des yeux rouges brillants, un corps poilu et des griffes acérées. Certains ont également affirmé qu'il possédait le pouvoir de sauter par-dessus des bâtiments ou de disparaître dans l'obscurité. Alors cette histoire a évidemment fait sensation et cette créature a été appelée l'homme-singe. Dans les jours qui ont suivi les premiers faits, une peur s'est installée à travers la ville et plusieurs autres personnes ont affirmé que cette créature attaquait les gens dans des endroits densément peuplés. Pourtant, aucune attaque grave ni aucune victime gravement blessée n'avait été initialement recensée. Mais alors que la presse relatait ces histoires, des milliers de personnes ont ensuite affirmé avoir aperçu ou avoir été poursuivies par l'homme-singe. Et ça a notamment créé des mouvements de foule, où des personnes qui voyaient une certaine agitation se mettaient à courir pensant que l'homme-singe était présent.
Et dans ces mouvements de foule, certains se sont gravement blessés en sautant de toits ou de balcons, pensant être poursuivis. La police a ensuite enquêté sur le phénomène et a même créé des groupes spéciaux pour capturer cette créature. Mais aucune preuve concrète de son existence n'a jamais été trouvée. Il faut quand même noter qu'en Inde, les récits de créatures surnaturelles sont très courants. La propagation rapide de cette histoire et les relais qui en étaient faits par la presse ont conduit à ce qui a été finalement qualifié d'hystérie collective au sein de la population. L'année suivante, en 2002, toujours en Inde, une série d'attaques a pris place où des personnes, principalement des femmes, se sont réveillées avec des blessures superficielles sur leur visage et sur leur corps. Ces blessures ressemblaient à des coupures faites par une lame de rasoir ou un objet tranchant, et l'assaillant présumé a été surnommé le griffeur de visage. Là aussi, la presse s'est emparée de ces récits, ce qui a contribué à amplifier un phénomène de peur vis-à-vis de ces agressions présumées. Suite à ça, de nombreuses personnes ont indiqué qu'un homme vêtu de noir s'était introduit chez elles en pleine nuit pour les attaquer pendant leur sommeil. La peur du griffeur de visage a rapidement pris beaucoup d'ampleur et a conduit à des mouvements de foule, à des manifestations et même à des passages à tabac de personnes suspectées à tort d'être l'assaillant. L'enquête officielle n'a jamais réussi à identifier ce griffeur de visage ou à prouver l'existence d'un seul auteur pour ces incidents. Les autorités ont finalement suggéré que les blessures pouvaient avoir été auto-infligées et qu'elles résultaient d'un phénomène psychologique, une panique collective exacerbée par les rumeurs et les médias. Depuis les années 80, les pranks de clowns tueurs sont monnaie courante un peu partout, notamment autour de la période d'Halloween. Ils sont très présents dans le cinéma d'horreur et connus également à travers l'affaire John Wayne Gacy. Et ils alimentent donc depuis longtemps certaines peurs dans l'imaginaire collectif. Mais à plusieurs occasions, et dans différentes parties du monde, ces peurs ambiantes ont laissé la place à des réelles paniques collectives. En 2016 par exemple, en Caroline du Sud aux États-Unis, un petit garçon a raconté avoir vu deux clowns dans les bois, l'un avec une perruque rouge et l'autre avec une étoile noire dessinée sur le visage, qui lui ont murmuré de le suivre. Ses parents avaient alors alerté la police, mais aucune trace de ces clowns n'a été trouvée. Mais par la suite, d'autres signalements ont été reçus en Caroline du Sud, puis en Caroline du Nord. Et au fur et à mesure que les événements ont été relatés par la presse et sur les réseaux sociaux, le phénomène a continué à se propager à d'autres États. Parmi les signalements qui ont été faits, on trouvait des faux témoignages. Il y avait des gens de bonne foi qui pensaient vraiment avoir vu un clown, mais qui en fait avaient simplement mal interprété une silhouette. Et puis il y avait des gens qui avaient réellement vu un clown, parce que d'autres personnes s'étaient déguisées ainsi pour des canulars ou pour alimenter leurs propres réseaux sociaux, inspirés par l'affaire qui prenait de l'ampleur. Au fur et à mesure, la panique s'est installée en continuant de s'auto-alimenter à travers ces canulars. Des faux comptes Facebook de clowns tueurs ont commencé à être créés et certains proféraient des menaces contre des établissements scolaires et les autorités étaient donc systématiquement mobilisées. À la rentrée 2016, des dizaines d'établissements scolaires avaient dû être fermés pour cause officielle de risques liés à l'activité de clowns dans les environs. En Pennsylvanie, 5 étudiants d'une université avaient été interpellés sur leur campus, armés de battes de baseball, en train de chasser un clown qui aurait été aperçu selon des rumeurs qui circulaient sur WhatsApp. Cette panique collective a entraîné des réactions jusqu'à la Maison-Blanche qui s'est exprimée sur le sujet et McDonald's a dû suspendre des participations de sa mascotte Ronald McDonald à des événements publics en raison de l'anxiété ambiante autour des apparitions de clowns. Cet exemple-là montre comment une peur peut naître à partir de la propagation d'un simple fait ou d'une rumeur et s'auto-alimenter pour gonfler de façon exponentielle, surtout à une époque d'omniprésence des réseaux sociaux, jusqu'à devenir une panique collective nationale ou mondiale. Depuis les années 2010, un peu partout en Europe, des rumeurs circulent sur un gang en camionnette blanche qui serait responsable d'enlèvement d'enfants. Énormément de rapports ont été faits sur des groupes d'enfants ou d'adolescents qui indiquaient avoir été approchés par une camionnette blanche et s'être sentis en danger. Certains peut-être à raison, d'autres à tort, et certains qui ont simplement avoué avoir menti. En 2019, dans les Hauts-de-Seine et en Seine-Saint-Denis, des groupes de personnes ont agressé les occupants d'une camionnette blanche, simplement guidés par la rumeur, pensant qu'il s'agissait de kidnappeurs d'enfants. Et des cas similaires ont eu lieu en Allemagne notamment. Le fait qu'une camionnette, qui en soi désigne un très grand nombre de véhicules, de couleur blanche, qui est probablement la couleur la plus répandue pour ce type de véhicule, soit relatée par la presse ou sur les réseaux sociaux comme une source de danger potentiel, contribue tout simplement au fait de pouvoir apercevoir ce danger potentiel n'importe où et n'importe quand. Certains avancent que le mythe de la camionnette blanche est lié à l'affaire Michel Fourniret, qui avait défrayé la chronique et fait les grands titres de la presse écrite et télévisuelle pendant des semaines et qui enlevait ses victimes dans une camionnette blanche. Quoi qu'il en soit, la panique reprend régulièrement de l'ampleur et on n'est pas à l'abri d'en entendre parler à nouveau dans les années qui viennent. En 2016, en Malaisie, dans une école d'une région très traditionnelle et religieuse du pays, un groupe d'élèves a affirmé avoir vu une silhouette noire qui rôdait dans l'établissement. D'ailleurs, il existe une photo qui aurait été prise de cette silhouette dans cet établissement à ce moment-là. À la suite de ces affirmations, d'autres élèves et même des professeurs ont également affirmé avoir vu cette silhouette, mais également avoir ressenti une présence surnaturelle.
La presse locale a relaté les faits et une enseignante a indiqué avoir senti une présence lourde s'accrocher à elle, tandis qu'une autre enseignante a indiqué qu'une silhouette noire avait tenté de prendre possession de son corps. Au total, une centaine de personnes ont été affectées par des troubles et des visions de cette silhouette. Un membre du personnel a ensuite indiqué à la BBC que les élèves ont été possédés et perturbés par des esprits qui rôdaient autour de l'école. Et pour l'expliquer, il a ajouté qu'il pouvait arriver que les enfants jettent des déchets autour de l'école, ce qui selon lui pouvait expliquer que ça ait offensé ces esprits. L'école a ensuite été temporairement fermée et les autorités de l'école ont fait diriger des séances de prière et des exorcismes. Les médias locaux ont pour leur part décrit cet épisode comme un cas de panique collective lié à des peurs autour des esprits et du surnaturel et déclenché par le premier témoignage et par une photo d'une silhouette noire qui circulait au sein de la communauté. Toujours en 2016, au Pérou cette fois-ci, 75 élèves et 2 enseignants ont été victimes de crises d'anxiété, de vertige et d'évanouissement au sein de leur établissement scolaire sur une période de seulement quelques jours. Ça a évidemment rapidement inquiété les parents, qui ont insisté pour qu'une cérémonie religieuse soit organisée, par peur d'une emprise démoniaque sur leurs enfants. L'affaire a rapidement intéressé la presse nationale et internationale. Un tabloïd anglais a d'ailleurs rapporté que des élèves auraient témoigné de visions d'un homme en noir essayant de s'en prendre à eux. Mais la source de cette affirmation ne semble pas claire, et ça pourrait même être une confusion avec le cas qui se passait au même moment en Malaisie. Quoi qu'il en soit, après enquête, les autorités de santé ont rapidement indiqué que cet incident était en fait un cas de panique collective, alimenté là aussi par des peurs et des croyances autour du surnaturel. En 2019, en Malaisie à nouveau, une élève a ressenti une douleur vive à l'épaule avant de s'évanouir. Elle a décrit qu'en perdant connaissance, elle avait eu des visions de lieux effrayants et d'un visage le plus terrifiant qu'elle ait jamais vu. Et à son réveil, elle s'était mise à crier de façon complètement incontrôlable. Ce comportement s'est très rapidement propagé à plusieurs dizaines d'autres filles de l'école qui se sont également mises à crier et à être prises de convulsions. Des autorités religieuses ont été appelées pour prier avec les élèves et des témoins ont indiqué que certaines filles étaient tellement agitées pendant les cérémonies qu'elles ont dû être isolées pour ne pas se blesser et ne pas blesser quelqu'un d'autre pendant leurs convulsions. Des exorcistes sont ensuite intervenus et ils ont déclaré que les vieux arbres autour de l'établissement abritaient des esprits. Et tous ces arbres ont ensuite été abattus. La situation a perduré plusieurs jours pendant lesquels des prières et des exorcismes ont été menés, permettant finalement de mettre fin à ces phénomènes. Et bien qu'ayant été extrêmement perturbants pour ces élèves, ces phénomènes ne s'expliquaient par aucune cause médicale et ils ont été qualifiés d'hystérie collective par les autorités. En 2020, en France, suite à la propagation du virus du Covid, le président de la République a pris la parole pour annoncer un confinement de la population. On se souvient tous de cette annonce, et je prends l'exemple de la France, mais ça s'est passé ailleurs aussi évidemment. Dans la journée qui a précédé cette annonce et dans les jours qui ont suivi, des millions de Français se sont rués dans les supermarchés et dans les centres commerciaux, beaucoup par crainte d'être enfermés chez eux et de ne plus pouvoir faire de courses convenablement. Ça a donné lieu à des scènes parfois farfelues et parfois désolantes. Les rayons de pâtes étaient vides, les rayons de papier toilette aussi. Personnellement, j'ai vu ces scènes de mes yeux, dans un supermarché, d'un couple en particulier dont je me souviens, qui était complètement paniqué. La femme, elle, se penchait dans les bacs de congélation et elle essayait de ramasser tout ce qu'elle pouvait attraper sans regarder ce que c'était. Et son mari à côté d'elle, qui tenait dans chaque main un énorme paquet de papier toilette et qui surveillait son chariot, qui débordait déjà, comme si quelqu'un allait venir lui prendre. Beaucoup d'entre nous ont dû voir ces scènes, il y a très clairement une panique collective qui s'était installée. Compréhensible au départ en raison notamment de l'annonce du confinement. Mais cette panique s'est surtout très largement auto-alimentée ensuite, puisqu'en voyant des rayons vides et des supermarchés bondés, en plus d'en entendre parler continuellement à la télévision, de plus en plus de gens ont pris peur à leur tour et ont contribué à accentuer les pénuries. Alors suite à tout ça, il y a beaucoup de choses à dire. La première qui me paraît très importante, c'est de rappeler que cette vidéo n'est absolument pas une démonstration scientifique de quoi que ce soit. C'est une analyse de cas basée sur des sources identifiées sous une forme qui représente ma compréhension de ces cas et de ces sources. Mais on pourrait aussi choisir de parler d'autres cas ou de se baser sur d'autres sources. La seconde chose que je conclus de mes recherches, c'est qu'à travers la presse, à travers les réseaux sociaux et dans le langage commun, on peut entendre parler d'hystérie collective à tort et à travers. Mais cette appellation regroupe en réalité des phénomènes très différents les uns des autres, avec des caractéristiques propres à chaque type de manifestation. Et pour cette raison, je trouve la catégorisation proposée par Saladini et Lyautey très pertinente. Mais j'en reviens maintenant à la question posée en introduction de cette vidéo. Sommes-nous tous, aujourd'hui, concernés par ces phénomènes ? Pour répondre à cette question, on peut être vite tenté de mettre de côté les phénomènes psychogéniques de masse, puisqu'après tout ça touche avant tout les jeunes. On peut aussi être tenté d'écarter les paniques collectives en se disant que notre libre arbitre nous en protège. Et on peut être tenté aussi de se dire que les hallucinations collectives ne sont plus d'actualité, que les délires à plusieurs requièrent probablement des antécédents psychotiques et qu'on ne sera jamais à la merci d'un gourou dans une secte. Mais est-ce qu'il ne manque pas là-dedans une autre catégorie ?
Sans les détailler, laissez-moi prendre quelques exemples tirés uniquement de mes observations. Lorsqu'en France ou ailleurs, des foules s'amassent ou se jettent sur des téléviseurs en promotion à l'ouverture des soldes, sommes-nous dans l'hystérie collective? Lorsque des jeunes ou des moins jeunes s'évanouissent en apercevant Taylor Swift, des artistes de K-pop ou les Beatles à l'époque, sommes-nous dans l'hystérie collective? Lorsqu'aux États-Unis, des fidèles d'églises évangéliques éclatent en sanglots, s'effondrent au sol ou parlent dans des langues qu'ils ne connaissent pas pendant les célébrations, sommes-nous dans l'hystérie collective? Et lorsque des automobilistes se jettent sur les pompes à essence et remplissent des jerrycans ou se jettent sur des distributeurs à billets par peur d'une pénurie que seuls ces comportements peuvent engendrer, sommes-nous dans l'hystérie collective? Si la réponse est oui à au moins l'un des exemples que je viens de vous citer, peut-on réellement penser que cela ne peut pas nous concerner? Je n'ai pas une réponse définitive à ces questions, j'ai juste mon opinion et chacun d'entre vous a la sienne. Mais si on admet que nous sommes tous, d'une façon ou d'une autre, susceptibles d'être acteurs de ces phénomènes, le fait de mieux les comprendre peut-il permettre de mieux les contrôler? À ce stade, je ne vais pas répondre à cette question, il est temps que je vous laisse la parole pour que vous me donniez votre opinion sur tout ça si vous le souhaitez. Dites-moi en commentaire si vous pensez pouvoir être concerné par les hystéries collectives ou pas, et pourquoi. Je réponds à tout le monde tant que c'est possible. N'hésitez pas aussi à poser un petit like sur la vidéo au passage si c'est pas déjà fait, et à vous abonner pour suivre ce qui va arriver ensuite sur la chaîne. La prochaine vidéo qui viendra va être très différente de celle-ci, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose. Moi en tout cas je me suis régalé à la faire, même si ça a été très compliqué de jongler avec autant d'informations à la base. En tout cas, je vous remercie d'avoir cliqué, d'être resté jusqu'à maintenant, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to